Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous gâte, car vous allez avoir le droit à non pas une, mais 4 histoires en une seule vidéo. Vous allez voir, ces histoires sont juste incroyables et je suis ravie de les partager avec vous aujourd'hui. Likez et partagez la vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines histoires. Et maintenant, c'est parti pour 4 nouvelles histoires terrifiantes. Je m'appelle Nouaila et j'ai 24 ans. J'ai grandi dans une famille tout ce qu'il y a de plus normal, composée de 5 personnes. Nous sommes une famille modeste. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous ne manquons de rien. Mon histoire avec les djinns a commencé quand j'avais environ 17 ans. C'est à ce moment-là que ma famille a décidé de me marier et j'ai accepté le mariage avec un jeune homme du quartier. Il avait déjà des vues sur moi et me disait toujours de belles paroles. Étant donné que j'étais mineure, nous avons dû faire des démarches au tribunal. Un jour, en revenant du tribunal, il m'a proposé d'aller chez lui. J'ai répondu que ma mère ne serait pas d'accord. Il m'a alors dit qu'il voulait boire de l'alcool et que si je ne venais pas avec lui, il ramènerait une autre fille. Étant jeune et en manque de confiance en moi, j'ai accepté de partir avec lui. En montant les escaliers, j'ai croisé sa mère, qui ne m'a rien dit, car il ramenait souvent des filles chez lui. Nous nous sommes installés chez lui, et il m'a dit que j'étais désormais sa femme et qu'il n'y avait rien pour nous empêcher de faire ce qu'on voulait. Mais dès qu'il a commencé à enlever ses vêtements, j'ai ressenti une douleur au ventre, comme jamais auparavant, comme si quelqu'un déchirait mes intestins de l'intérieur. Je criais, et il était très choqué par la scène. Je lui ai demandé de me ramener chez moi. En rentrant à la maison, ma mère m'a vue perturbée et m'a demandé ce qui se passait, mais je ne savais pas quoi répondre. Elle m'a emmenée à l'hôpital, où ils ont découvert que j'avais fait une intoxication alimentaire. Ma mère m'a donc demandé ce que j'avais mangé, et je lui ai dit que la dernière chose que j'avais mangée était une orange que j'avais trouvée sur le rebord de notre fenêtre. Mon père a dit qu'il n'avait pas ramené d'orange et on ne savait donc pas d'où elle venait. Ma mère a commencé à fouiller la poubelle pour voir les restes de l'orange. Ils ont retrouvé la peau, qui semblait normale, sans signe particulier de vieillissement. Le lendemain, ils m'ont emmené de nouveau chez le médecin, car ma mère avait trop peur pour moi. Cette nuit-là, ma tête me faisait extrêmement mal, comme si une décharge électrique traversait mon cerveau. Depuis cette nuit, je n'ai plus su ce que c'était de dormir. À peine je commençais à m'endormir, que je me voyais dans des cimetières, des terrains vides ou des forêts, et ça semblait si réel. Le matin, quand je me réveillais, ma peau était couverte de bleu, comme si quelqu'un m'avait battue pendant la nuit. Vous ne pouvez même pas imaginer les marques qui étaient sur ma peau. Je racontais mes rêves à ma mère et elle me disait de ne pas m'en faire. J'ai annulé le mariage avec le jeune homme du quartier car je ne voulais plus de lui après ce qui s'était passé. Nous avons ensuite changé de quartier et déménagé ailleurs et j'ai recommencé ma vie. Un jour, une amie est venue me voir pour me proposer un travail dans une société. J'ai accepté avec enthousiasme. J'ai commencé à travailler dans cette société. Le premier jour, je suis restée debout, car tout le premier mois consistait en une sorte de stage où l'on apprenait le métier avec d'autres filles. Étant sociable, je me suis rapidement entendue avec les autres et j'ai facilement trouvé ma place au sein de cette entreprise. Le deuxième jour, je m'étais assise à côté d'une fille qui occupait le même poste que moi. Nous avons fait connaissance et nous sommes devenus amis. Pendant notre pause, elle m'a invitée à aller voir sa cousine qui travaillait dans l'atelier d'en bas. Je l'ai donc suivie. Quand nous sommes arrivés, sa cousine lui a demandé de lui montrer ce qui s'était passé la veille. Elle parlait de quelque chose que je ne comprenais pas. Sa cousine nous a conduits au vestiaire. Là, elle a montré ses jambes et j'ai été choquée de voir des inscriptions au feutre noir sur sa peau. Elle a expliqué qu'elle avait senti quelque chose écrire sur ses jambes toute la nuit, puis qu'elle s'était endormie ou évanouie, sans vraiment savoir ce qui s'était passé. Soudain, je me suis sentie mal, et peu de temps après, je me suis retrouvée dans une ambulance,
en route pour l'hôpital. Entre le moment où je me suis sentie mal et celui où je me suis retrouvée dans l'ambulance, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le trou noir. Je ne pouvais ni lever les bras, ni les jambes. J'étais comme paralysée, extrêmement fatiguée, incapable d'ouvrir la bouche pour demander ce qu'il se passait à la personne à côté de moi. Je n'ouvrais qu'un seul œil, car l'autre ne voulait pas rester ouvert. Puis, je me suis évanouie de nouveau. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, entourée de toute ma famille. Certains criaient, d'autres pleuraient, et ma mère me demandait « Est-ce que tu nous entends ?» Moi, je voulais juste savoir ce qui se passait, je ne comprenais rien. J'avais peu de force, et je me suis donc rendormie. Quand je me suis réveillée à nouveau, j'ai vu les médecins me faire un scanner des bras et des jambes. Heureusement, je n'avais pas de fracture, mais ma tête était dans un état lamentable, mes dents étaient cassées, et le blanc de mes yeux était rouge de sang. Tout le côté droit de mon visage était tuméfié. J'ai demandé de nouveau à ma mère ce qu'il se passait. Elle m'a révélé que l'entreprise dans laquelle je travaillais l'avait appelée pour lui annoncer que je m'étais suicidée. Je lui ai dit que c'était impossible, que j'étais tranquillement en train de discuter dans le vestiaire avec ma collègue et sa cousine. Pourquoi me serais-je suicidée ? Ils m'ont fait sortir de l'hôpital vers 21h. Mon père m'a portée sur son dos et m'a fait monter jusqu'à la maison. J'avais des pansements partout et du sang sur tout le corps. En m'endormant, je ne cessais de me demander ce qui s'était passé. Le lendemain, mon ami qui m'avait proposé de travailler dans l'entreprise est venu me rendre visite. Je lui ai demandé de me raconter ce qui s'était passé. Je me souvenais seulement que je les avais quittés au bureau et que j'étais descendue avec l'autre fille et sa cousine au vestiaire. Elle m'a répondu que même elle ne savait pas ce qui m'était arrivé. Apparemment, selon elle, je suis remontée en courant du vestiaire comme si quelque chose ou quelqu'un me poursuivait. Je me suis mise debout sur une chaise et j'ai sauté du premier étage. J'étais restée là, sur le sol, convulsant, le sang qui sortait de ma bouche, et elles avaient pensé que j'étais morte. À partir de là, j'ai vraiment commencé à souffrir et à réaliser que tout ça avait un lien avec la sorcellerie. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment j'étais passée de cette discussion avec la fille et sa cousine dans le vestiaire à me retrouver dans une ambulance. Mon cerveau ne voulait pas accepter cette information. Cette même nuit, des membres de ma famille éloignée sont venus me souhaiter un bon rétablissement et sont restés un peu de temps avec moi. Après leur départ, je me suis couchée. Mes parents avaient laissé la lumière de la cuisine allumée. À un moment, j'ai vu une ombre bouger devant la porte de la cuisine, bloquant la lumière. J'ai commencé à crier, appelant à l'aide. Mes parents se sont levés, mais ils n'ont rien vu d'anormal. Ils ont mis le Coran en lecture. Depuis ce jour, je souffrais chaque nuit. Une nuit, je me suis réveillée soudainement et j'ai voulu bouger mon pied, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé d'appeler ma mère en criant de toutes mes forces, mais elle ne répondait pas, comme si elle ne m'entendait pas. Elle a fini par se réveiller et je lui ai dit que je ne sentais plus mes pieds. Ma mère a eu très peur et elle a directement appelé mon oncle et ma grand-mère. Ils sont arrivés chez nous avec un raki qui avait apporté des feuilles et il a commencé sa lecture. Il avait un bâton en bois avec lequel il touchait mes pieds et mes pieds étaient morts, impossible à bouger. Ma tante nous a ensuite appelés pour nous dire qu'il y avait une personne très connue à Casablanca et que si on le souhaitait, on pourrait aller le voir car beaucoup de gens avaient guéri grâce à son aide. Ils m'ont emmené le voir, me transportant dans un fauteuil roulant. Lorsqu'ils m'ont fait entrer, il a commencé sa lecture. Imaginez, mes mains et mes pieds me brûlaient, je criais et je pleurais de toutes mes forces, et il me disait juste de patienter. Il a lu comme ça pendant des heures, et finalement, j'ai réussi à bouger mes pieds et à me lever, après avoir pourtant craint de rester toute ma vie dans ce fauteuil roulant. Il a versé de l'eau sur mes pieds et a donné à ma mère de l'huile en lui demandant de me masser avec. Les jours et les mois ont passé, et ma mère a enfin pu m'emmener chez le dentiste pour réparer mes dents cassées. J'avais récupéré l'usage des membres de mon corps, ainsi que mon visage d'avant. Je suis donc redevenue une fille normale, je sortais de nouveau comme tout le monde, jusqu'à ce qu'un homme vienne demander ma main. Je lui ai dit d'aller voir ma famille pour discuter de ça avec eux.
Comme je le connaissais, c'était le frère d'une amie, ils ont accepté. Ils ont tout organisé et il a amené sa famille pour demander ma main. Cependant, à ce moment-là, je leur ai dit que je ne voulais plus me marier. Ma mère s'est mise à crier, disant que ce n'était pas correct de refuser, mais je lui ai expliqué que je ne voulais plus de ce mariage. Alors que je négociais avec ma mère, elle m'a laissée pour aller prier. Je suis donc allée mettre des sandales qui étaient près de la salle de bain et qu'on utilisait généralement pour les ablutions, et je suis sortie de la maison, totalement inconsciente de ce que je faisais. Je me suis retrouvée dans un endroit que je ne reconnaissais pas, bien qu'il ne soit pas très loin de la maison. C'était près de la mer. J'ai vu une fille là-bas et je lui ai demandé gentiment si elle pouvait me donner une information. Il était environ 23 heures. Je lui ai demandé s'il y avait un commissariat à proximité. Elle m'a dit que oui, qu'en allant tout droit, je le trouverais sur ma gauche. J'ai marché pendant environ 10 minutes quand un jeune homme en voiture a commencé à me suivre et a essayé de me parler. Honnêtement, je lui ai expliqué que j'avais des problèmes avec ma famille et que j'étais sortie sans savoir comment j'allais revenir. Il m'a demandé où j'habitais et après que je lui ai donné l'adresse, il m'a proposé de m'y emmener. Inconsciente, je suis montée dans sa voiture. Peu de temps après, j'ai remarqué que le jeune homme ne tournait ni à gauche ni à droite, mais continuait tout droit. Nous sommes arrivés devant une maison, et à ce moment-là, les immeubles en face, près de la mer, étaient en construction, ce qui fait que l'endroit était désert. Il m'a saisi par les cheveux, m'a demandé d'arrêter de faire l'idiote, m'a forcé à entrer dans la maison et à fermer la porte derrière lui avant de partir. Je frappais de toutes mes forces sur la porte, je criais, je tapais contre les fenêtres, espérant que quelqu'un viendrait m'aider, mais l'endroit était vraiment désert, sans personne à l'horizon. J'ai passé toute la nuit là-bas. Le lendemain, il est revenu avec un petit déjeuner et m'a dit de manger pour reprendre des forces. J'ai refusé, car je voulais seulement partir d'ici, mais il ne voulait pas. Il a fermé la porte, est allé prendre une douche, puis il est sorti, tout nu, et a essayé de me faire du mal de force. Je criais et le suppliais de s'éloigner jusqu'à ce que je perde conscience de nouveau. Quand j'ai repris conscience, je me suis retrouvée dans un coin de la pièce avec un tournevis à la main et il n'était pas dans la maison. Je ne sais pas comment ce tournevis est apparu là. Je me suis demandé s'il m'avait fait du mal après que j'ai perdu connaissance. Soudain, il est revenu et m'a dit de ne pas croire que je lui avais fait peur tout à l'heure et qu'il était parti car il voulait juste me laisser reprendre mon souffle. Je l'ai supplié une fois de plus de me laisser partir, mais il n'a pas voulu. Peu de temps après, en étant allongé sur le dos, je sentais une gêne au niveau d'une de mes côtes. En touchant pour voir ce qui m'arrivait, j'ai trouvé mon téléphone que j'avais caché. Il ne s'allumait pas car c'était un vieux modèle et la batterie était juste maintenue par un petit bout de feuille. J'ai trouvé un rasoir électrique dans la maison et j'ai utilisé une technique apprise de mon père pour le faire fonctionner. Mon téléphone s'est finalement allumé et j'ai essayé d'appeler ma mère, mais elle ne répondait pas, ni mon père. Il me restait une dernière chance, appeler celui avec qui je devais me marier avant de m'enfuir de chez moi. Il m'a rappelé et m'a demandé où j'étais, me disant que tout le monde me cherchait. Je lui ai dit que je ne savais pas où j'étais. Il a pris son téléphone et il est parti en vitesse au commissariat le plus proche. Un policier m'a parlé et m'a demandé de donner l'adresse pour qu'il vienne me chercher. Mais je lui ai dit que je ne savais pas où je me trouvais. Il m'a donc demandé de regarder par la fenêtre et de décrire l'endroit, mais le lieu était vide et il y avait du scotch sur la fenêtre, rendant difficile de voir dehors. Ils m'ont demandé d'envoyer ma localisation, ce que j'ai fait, puis mon téléphone s'est éteint. Ma famille est arrivée sur les lieux et ils ont commencé à crier et à chercher où j'étais. Je criais de l'intérieur, mais ils ne m'entendaient pas. J'ai fait de mon mieux pour qu'ils m'entendent, mais rien. J'allais devenir folle. Ils sont partis et l'homme est revenu, m'apportant de la lingerie et un pantalon en jean, me demandant de les mettre et de le suivre. Je l'entendais parler avec ses amis, disant qu'il allait m'emmener avec lui, qu'il avait de l'alcool et que tout était prêt. J'ai donc mis ce qu'il m'avait apporté, j'ai enfilé mes claquettes et à un moment où il était occupé à chercher des choses dans la voiture, j'ai commencé à courir. Je courais dans la rue le plus vite possible, jusqu'à ce que je retrouve mes tantes et mes oncles.
J'ai commencé à pleurer en leur montrant la maison où j'étais. La police est arrivée en masse pour le retrouver, mais il avait pris la voiture et s'était enfui. Je n'avais pas noté la plaque d'immatriculation et il n'y avait pas de caméra. J'ai déposé une plainte, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais donné de nouvelles. Cette expérience a été une des raisons qui m'ont poussé à finalement accepter de me marier avec le jeune homme, car dans le quartier, il y avait plein de rumeurs sur moi. Ma mère m'a dit de me marier, et si par la suite je voulais divorcer, je pourrais le faire. Je me suis mariée, et après exactement 23 jours de mariage, j'ai demandé le divorce parce que je détestais cet homme, sans aucune raison. Je le voyais comme quelqu'un de sale. Quand je suis revenue chez nous, le même problème est réapparu. Je voyais notre maison comme si c'était un cimetière. J'ai fait mes bagages et je suis partie. J'ai fait la connaissance de filles qui m'ont poussée à fumer, à boire et à faire toutes sortes de choses. Je pesais 70 kilos et je suis descendue à 55 kilos en peu de temps. Les djinns étaient toujours présents dans mes rêves, ils venaient constamment me voir. Pendant les 2 années où je me suis éloignée de chez moi, je suis tombée enceinte d'un jeune homme avec qui je n'étais pas mariée. Il n'était qu'une connaissance. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il m'a rejetée. Les filles avec qui j'étais m'ont poussée à avorter. J'attendais une petite fille et je ne voulais pas avorter. Je refusais cette idée. J'ai travaillé pour elle et je n'attendais rien de personne. À 7 mois de grossesse, mon ventre n'était toujours pas visible, tellement j'avais maigri. La fille qui vivait avec moi, ma colocataire, avait ramené un homme avec elle et nous sommes allés avec lui voir le père de mon enfant. Ils se sont liés avec lui contre moi et ils sont sortis, me laissant seule avec lui. Ils ont bloqué mon numéro et quand je les ai appelés, personne ne répondait. Ma colocataire m'avait donc elle aussi laissé tomber et je ne pouvais plus revenir vivre avec elle. J'ai tenté d'appeler d'autres connaissances, mais personne ne me répondait. Je ne savais pas qui appeler, ni où aller, et le père de mon enfant me demandait de partir vite car ses amis allaient arriver. La seule solution qui me restait était d'appeler ma famille. Je ne connaissais pas le numéro de ma mère, mais celui de mon père, je l'avais appris par cœur car il l'avait depuis très longtemps. Je l'ai appelé et il a commencé à pleurer, me demandant où j'étais. Je lui ai dit que ma famille me manquait beaucoup, mais que je voulais d'abord parler avec ma mère. Je lui ai tout raconté et elle m'a dit que ce n'était pas un problème. Même si j'étais enceinte, je devais juste revenir auprès d'eux. J'ai donc séjourné chez ma tante, car mon père a dit que le jour où je reviendrai chez eux, je ne devrais pas ramener ce qui était dans mon ventre. J'ai finalement accouché d'une fille, en parfaite santé, et ma famille l'a acceptée. J'ai donc recommencé à vivre avec eux. Le père de mon enfant, à un moment donné, a commencé à dire qu'il voulait voir sa fille. J'ai donc dû l'emmener chez lui. Dès qu'elle est arrivée chez lui, son visage est devenu bleu et elle a commencé à crier et ses mains et ses pieds sont devenus bleus également. Sa mère est venue avec de l'encens et après ça, elle allait mieux. 3 jours plus tard, la même chose s'est reproduite. Je l'ai emmenée à l'hôpital où tous les diagnostics ont montré qu'elle était en parfaite santé. Nous sommes donc rentrés à la maison, j'ai pris une douche et j'ai couché ma fille. À un moment, je l'ai entendue convulser et j'ai pensé qu'elle avait du mal à respirer ou qu'elle était en train de vomir. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu du sang couler de son nez. J'ai commencé à crier et à pleurer de toutes mes forces et j'ai appelé son père pour l'emmener à l'hôpital. Il y avait plein de médecins autour d'elle qui ont fait tout leur possible pour la sauver. Un médecin est venu me voir et m'a demandé si j'étais sa mère. Il m'a révélé qu'à son arrivée à l'hôpital, elle était déjà morte. Je criais et je pleurais, emportée par une colère sans précédent. Je me disais que si je n'étais pas retournée chez le père de ma fille, elle serait encore en vie. Je sentais que quelque chose dans sa maison ou que sa famille avait fait quelque chose à ma fille. Quand ma petite est décédée, je suis revenue chez moi. 3 semaines plus tard, un homme, vêtu de noir, a commencé à apparaître dans mes rêves et me disait à chaque fois « Tu es à moi, et la personne qui ose s'approcher de toi, je la tuerai. » Jusqu'à ce jour, je le vois toujours la nuit. Il m'a même révélé que c'était lui la cause du décès de ma petite. Ma mère m'a emmenée chez un raki, dans une petite ville voisine. Il m'a révélé que j'avais un djinn amoureux, mais il ne savait pas d'où il venait.
nous sommes rentrés chez nous avec de l'eau, de l'huile et de l'encens qu'il m'avait donné. Il m'a dit de lui raconter n'importe quel rêve que je ferais. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais dans un terrain vide, avec un ciel bleu au-dessus de moi. Un homme est apparu de nulle part et m'a dit « Si tu veux te débarrasser de tout ce qui t'arrive, tu dois enlever ce qu'on t'a fait quand tu étais bébé. » Vous imaginez, vous, des sorciers qui s'attaquent même à des petits bébés? Je me suis réveillée dans la nuit et j'ai raconté ce rêve à ma mère. Elle m'a dit qu'on en parlerait au Raki. Nous sommes allés chez lui et nous lui avons raconté le rêve. Il s'est tourné vers ma mère et lui a demandé si elle avait remarqué des comportements bizarres quand j'étais petite. Elle a répondu que oui, que je m'évanouissais souvent depuis mes 2 mois et qu'elle m'avait emmené voir plein de médecins sans aucun résultat. Le Raki a dit que la personne qui m'avait ensorcelée était une femme avec une jeune fille. Dès qu'il a dit ça, j'ai directement pensé à la femme de mon oncle, car à chaque fois que je m'évanouissais, je la voyais en face de moi. Il a ajouté qu'il avait de la sorcellerie enterrée dans une tombe qui me visait depuis toute petite et 3 autres sorts enterrés dans la forêt. Je suis restée dans cet état et ma mère m'a dit de me remettre à travailler pour ne pas aggraver ma situation en restant à la maison. J'ai donc commencé à travailler dans un café. C'est là que j'ai rencontré des gens qui pouvaient m'aider à partir aux Émirats. J'ai donc pris l'avion pour partir là-bas. Vu que j'habite toute seule ici, je souffre beaucoup. Quand je dors la nuit, je sens quelqu'un qui me met les doigts dans les yeux. Je ne peux pas bouger et je suis paralysée. Mon corps est toujours rempli de cicatrices. Quand je sors, je cache tout mon corps parce que si quelqu'un me voit, il va penser que je suis une femme battue. Je ne peux pas expliquer à tout le monde que c'est à cause des djinns. Et voilà, c'est la fin de notre première histoire. J'ai hâte de lire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo et à me dire ce que vous en pensez avant de passer à la prochaine histoire. Je m'appelle Ashraf et mon histoire est celle d'une plongée dans l'inconnu, marquée par des rencontres avec l'autre monde. Je préfère garder secrète la ville dont je suis originaire, mais ce que je vais vous raconter remonte à mon enfance, plus précisément à l'âge de 11 ans. Permettez-moi de vous parler de mon arbre généalogique. Du côté de ma mère, tous mes ancêtres pratiquaient la magie et avaient une relation étroite avec l'autre monde. Ils étaient fascinés par les trésors et les enfants Zuri, ces êtres dotés de capacités particulières. Dans ma famille, certains étaient des sorciers, d'autres des Raki. Chacun avait choisi sa propre voie dans cet univers mystique. À 11 ans, les djinns ont commencé à se manifester. Ils apparaissaient dans mes rêves sous forme d'ombres ou d'hommes qui marchaient sur l'eau, m'invitant à les rejoindre. Ils cherchaient à m'attirer dans leur monde et ma curiosité ne faisait que grandir. Ayant hérité des talents de ma famille, je me plongeais dans des livres et recherchais des informations utiles. Je commençais à discuter avec des sorciers et des voyants qui se disaient spirituels. En grandissant, des invocations et des rituels me venaient à l'esprit. Je les essayais et à ma grande surprise, ils fonctionnaient. J'étais impressionnée et content. Arrivé à l'époque du lycée, j'avais développé de plus en plus de capacités dans ce domaine. Un professeur au lycée ne m'aimait pas. Il avait rédigé un rapport sur moi, ce qui m'a mis en colère. J'ai juré de me venger. J'ai réussi à obtenir une photo de lui en payant quelqu'un. J'ai alors effectué un rituel que j'avais appris au fil des années. Le professeur est tombé malade et ne venait plus donner cours. C'est là que j'ai compris l'ampleur de mes capacités. J'ai commencé à travailler avec des gens hors du pays, notamment dans des pays arabes. Ils me payaient en monnaie numérique, une nouveauté à l'époque. Craignant que ma famille ne découvre ça, j'ai tout arrêté. Chaque été, je louais un appartement loin de la ville pour être tranquille. Je portais toujours un anneau au doigt et il a fini par causer ma perte. En le mettant, mes rêves sont devenus plus intenses. Richesse, pouvoir, trésors, lieux paradisiaques. Sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à chercher des trésors, notamment dans la ville de Sefrou, au Maroc. Les djinns me tiraient du mauvais côté,
vers le mal. Je suis devenue addict à l'alcool et aux cigarettes, et je faisais tout ce qu'ils voulaient. Si je ne leur donnais rien, ils n'avaient rien à me donner, donc je continuais. J'ai appris à mes dépens que cette route était maudite, et je mets en garde quiconque voudrait l'emprunter. J'ai fait de nombreux sacrifices et commis beaucoup de mauvaises choses. Les djinns me faisaient visiter des lieux éloignés et rencontrer des gens comme moi. Tout ça s'est passé quand j'avais 17 ans, et maintenant j'en ai 19. Je ne sais pas comment ma vie va finir. Est-ce qu'ils vont me rendre fou? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais perdre la tête? Je conseille à chaque personne qui veut emprunter cette voie, surtout aux jeunes qui sont admiratifs de tout ce qu'ils voient sur les réseaux, comme par exemple savoir des choses sur les gens et contrôler leurs pensées, de s'éloigner de tout ça. La couverture semble belle, mais l'intérieur est vraiment laid. Si vous plongez dedans, vous ne pourrez plus en sortir. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de cette seconde histoire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire dès maintenant. Et à présent, passons à la troisième histoire. Je m'appelle Wafa, je vis à Rabat et j'ai 25 ans. Depuis toute petite, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. J'étais plus grande que mes sœurs et mes parents étaient toujours au travail et très occupés. Ma grand-mère avait très peur pour moi et nous étions très proches. Mes oncles et tantes vivaient aussi avec nous. Ma grand-mère ne me laissait pas sortir, je n'avais pas de copine et je jouais seulement dans la maison. Quand j'ai atteint l'âge de 5 ans, les choses bizarres ont commencé, mais je ne m'en souviens pas très bien. Il ne reste que quelques scènes gravées dans ma tête. Quand j'étais petite, j'avais un nounours qui avait une grande place dans mon cœur. Je le faisais toujours dormir à côté de moi. Entre l'âge de 5 et 8 ans, j'ai commencé à faire des rêves étranges. La plupart du temps, je voyais des chats et des nounours autour de moi. Un jour, pendant que je faisais la sieste, j'ai vu tous mes nounours autour de moi remplis de sang. Quand je me suis réveillée, j'étais complètement paniquée. J'ai jeté mon nounours par terre et je vous jure que la couleur de ses yeux avait changé. J'ai eu très peur en voyant ça. Quand je l'ai dit à ma mère, elle a pris le nounours et elle l'a jeté. À l'âge de 10-11 ans, je voyais des ombres chez nous. Quand je le disais, personne ne me croyait. Pour moi, de toute façon, c'était normal puisque j'étais encore petite et je pensais que tout le monde les voyait aussi. Quand je rêvais de quelque chose, chaque rêve devenait une réalité. Un jour, quand j'avais 16 ans, je devais partir chez mon grand-père qui vivait en dehors de la ville. Il y avait une forêt juste en face de sa maison. Je suis partie avec des filles de la famille et nous sommes restés éveillés à faire la fête car c'était les grandes vacances d'été. Vers 2 heures du matin, nous avons entendu comme le grognement d'un chien dehors. Quand nous avons regardé, nous avons vu un chien qui avait 6 pattes et une tête beaucoup trop grande. Je n'étais pas la seule à le voir, même les filles qui étaient avec moi l'ont aperçu. Nous avons commencé à crier et cette nuit-là, nous n'avons pas pu dormir. Nous sommes restés éveillés en mettant le courant à fond dans la maison. J'essayais de me calmer en me disant que j'étais juste en train d'halluciner. Mais comment c'était possible que les autres l'aient vu aussi? Je suis revenue à Rabat et j'ai repris mes études, mais les choses ne faisaient qu'empirer. Parfois, en classe, je voyais des ombres et après ça, je m'évanouissais. Ma mère m'a emmenée voir des psychologues, mais ensuite, nous avons commencé à consulter des rakis. En face de la maison où nous vivions, il y avait une femme qui était addicte à la sorcellerie et à la voyance. On ne le savait pas au début. Cette femme avait une fille du même âge que moi et j'allais souvent chez eux, même si ma mère m'avait pourtant averti de ne jamais y entrer. Ça n'a fait qu'accentuer les choses. Je voyais de plus en plus d'ombres. Je ne pouvais plus en parler à ma mère parce qu'elle se sentait mal quand j'abordais ce sujet. Quand on allait chez les rakis, la plupart nous arnaquaient, mais il y en a un en particulier que je n'oublierai jamais. Il rassemblait tous les gens touchés par des djinns dans une chambre et lisait le Coran. C'était comme de l'exorcisme en groupe, et chacun se comportait de manière très bizarre,
Une scène qui vous ferait trembler de peur. Il y avait une femme à côté de moi, et plus il lisait les versets, plus son ventre grossissait comme un ballon. Une autre femme criait tellement fort que le verre à côté s'est cassé. Je ne pouvais pas supporter toutes ces scènes, et comme j'étais encore jeune, je me suis évanouie. Je suis rentrée chez moi, encore plus malade, toute jaune, et mes frères ont commencé à en vouloir à ma mère en lui demandant si elle voulait me perdre ou que je devienne folle. Ils lui reprochaient de m'emmener chez Seraki. Chacun disait des choses différentes. Certains affirmaient que j'étais stressée, d'autres parlaient de dépression ou accusaient l'école. J'ai fini par vivre avec mes parents, dans un quartier très calme, contrairement à l'endroit où nous habitions auparavant. Je restais souvent seule, et à l'heure de la prière, je sentais une présence à côté de moi, comme si je n'étais plus seule. Je devenais inconsciente, sentant que je n'étais plus moi-même. Mon père, ma mère et mes frères ont remarqué que je restais inconsciente et silencieuse. Si quelqu'un me parlait, je ne répondais pas. Je restais là, à le regarder. Parfois, je ressentais une envie soudaine et irrésistible de quitter la maison. Même si on essayait de m'en empêcher, personne n'y parvenait. Mon oncle et mon père se mettaient devant la porte, mais je les poussais sans effort. Quand je devais sortir, rien ni personne ne pouvait m'en empêcher, à n'importe quelle heure. Je me retrouvais dans la rue et je fixais un terrain vide. Parfois, je voyais du sang couler sur les murs. C'était tellement réaliste que je criais jusqu'à en perdre connaissance. Chaque chose qui me venait en tête se réalisait. C'était vraiment très bizarre. Par exemple, le jour du tremblement de terre au Maroc, l'année dernière, en septembre 2023, ma sœur et moi étions à la gare. 3 minutes avant que ça ne se produise, j'ai serré fort ma valise. Ma sœur m'a demandé pourquoi je faisais ça, et je lui ai répondu qu'il y aurait un tremblement de terre. Quelques minutes plus tard, il a frappé. Le courant a été coupé à la gare, et des gens ont perdu leurs bagages. D'autres ont vu leurs valises cassées ou disparues. Ma sœur m'a demandé comment j'avais su, et je lui ai répondu que je ne savais pas. Un autre jour, je devais m'associer avec une dame pour un projet. Le soir où je devais lui donner l'argent, j'ai reculé à la dernière minute et annulé cette proposition. Plus tard, j'ai appris que cette femme était une arnaqueuse. J'ai également une histoire à propos de mon cousin et un de ses amis. Un jour, pendant que je dormais, j'ai vu une femme vêtue de blanc avec mon cousin et son ami debout devant elle. Elle me disait de regarder et de me taire. Quand j'ai commencé à crier, elle m'a dit qu'il ne mourrait pas, mais je devais juste me taire. Le lendemain matin, je suis allée voir ma tante pour lui raconter, et elle m'a demandé de rester silencieuse et de laisser les choses couler. 2 heures plus tard, mon oncle est arrivé en courant pour nous annoncer que mon cousin et son ami avaient eu un accident. À notre arrivée à l'hôpital, son ami était décédé et mon cousin était dans le coma. Il est resté inconscient pendant 3 mois, mais il a finalement guéri et toutes ses opérations ont été un succès. Un jour, ma grand-mère a déménagé dans une nouvelle maison, plus grande, mais malheureusement, son voisin du dessus organisait des lilas, des événements pour les djinns. Une nuit, alors que je dormais chez elle, je me suis réveillée pour boire de l'eau vers 3 heures du matin. En entrant dans la cuisine, qui était sombre avec seulement la lumière de la rue pour l'éclairer, j'ai vu un homme, vêtu de rouge. Il s'est retourné vers moi et m'a demandé si je voulais boire. J'ai perdu connaissance et ma grand-mère et mon oncle m'ont retrouvé par terre dans la cuisine. Quand j'ai raconté cette histoire, personne ne m'a cru. Et moi-même, si ça ne m'était pas arrivé, je ne pense pas que je l'aurais cru. Puis est venu le Ramadan, et je ne faisais que prier. Je demandais à Dieu de me guérir. Grâce à Dieu, je suis redevenue normale, et pendant 5 ans, rien ne s'est passé. Pendant cette période, j'ai rencontré 2 personnes. Une fois, alors que je sortais avec ma mère, un homme nous a arrêtés pour dire à ma mère de prendre soin de moi parce que j'étais zouri. Il m'a donné 200 dirhams, mais je ne voulais pas les prendre. Il les a laissés dans ma main et il est parti. Un jour, un autre homme m'a abordé et m'a demandé si je voulais qu'il me révèle ce qu'il y avait en moi. J'ai eu trop peur et je suis partie sans lui laisser l'occasion de me parler. Je commençais à ne plus vouloir dormir juste pour éviter de faire tous ces rêves, car la plupart d'entre eux se réalisaient.
Si je rentrais dans une maison où il y avait de la sorcellerie, je le sentais et je pouvais la retrouver, même si elle était bien cachée ou enterrée. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens comme moi, mais je n'aimais pas en parler. J'étais fatiguée et j'avais peur de tout ce que je ressentais et de mes pensées, car la plupart du temps, mes pressentiments se révélaient vrais. Par exemple, je savais que quelque chose de mal était arrivé à des membres de ma famille avant même qu'ils ne nous le disent, comme pour mon grand-père qui a dû aller à l'hôpital un jour et un autre de mes cousins qui est décédé. Avant qu'il ne meure, je disais à ma grand-mère que j'avais beaucoup de peine pour lui, et peu de temps après, la famille nous a appelés pour nous annoncer sa mort. Un jour, j'étais en voyage avec mon père pour récupérer des documents, et nous devions revenir le jour même. En arrivant, nous sommes passés devant un garage ouvert dans lequel des cartons se déplaçaient tout seuls. Personne ne les touchait. J'ai demandé à mon père s'il voyait ce que je voyais, mais il ne voyait rien. Pendant tout le trajet du retour, il a mis du courant dans la voiture et m'a dit que ce qui était en moi était très dangereux. Un autre jour, j'étais avec ma copine devant un snack et on attendait que nos sandwichs se préparent. Un chat est venu et je savais que ce n'était pas un chat normal, surtout à cause de son regard. Quand je l'ai dit à ma copine, elle a mis le flash sur son téléphone, mais le chat n'avait pas d'ombre. J'ai pris peur et nous sommes partis en courant et nous avons pris un taxi pour nous éloigner. Une nuit, j'étais sur mon téléphone, assez tard. Soudain, j'ai vu ma main devenir très petite, puis très grande. J'ai commencé à crier. Ma mère est venue en courant et m'a demandé d'éteindre mon téléphone et la télévision et de me reposer. C'est là que j'ai décidé de ne plus rester éveillée tard la nuit, mais je ne voulais pas non plus dormir pour éviter de rêver. Ma famille avait tellement peur pour moi qu'ils ne se comportaient pas avec moi comme une jeune femme de 25 ans, mais comme une fille de 10 ans. À propos de la sorcière qui vivait à côté de nous, on sentait constamment l'odeur de son encens qui nous étouffait, et on devait fermer toutes les fenêtres. Elle était complètement folle, en plus d'être une sorcière. À cause d'elle, une voisine a eu une hémorragie interne et souffre encore aujourd'hui, malgré avoir consulté tous les médecins possibles. Moi aussi, j'ai subi sa sorcellerie, et j'ai vécu 10 jours de folie durant le ramadan. Un jour, j'étais assise à côté de ma mère et la lumière était éteinte. Il n'y avait que celle de la télé. Ma mère s'est retournée pour me voir et elle m'a révélé qu'en me regardant, elle avait vu que ma tête avait changé. J'avais une tête de vieille femme et tout mon visage était noir. Elle a eu peur et elle est allée allumer la lumière. Parfois, je me sentais en train de souffrir, comme si je passais par le châtiment de la tombe. J'espère que les gens prieront pour moi, car j'ai vraiment besoin de leurs prières. En ce qui concerne la sorcière dont je vous ai parlé, je ne peux pas entrer dans les détails, car je n'ai pas vécu avec elle. Mais son fils va bientôt rentrer au Maroc, et il me racontera toute son histoire, car c'est la seule personne qui a vécu avec elle et qui connaît tous les détails de sa vie. Cette histoire est complètement dingue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. À présent, j'espère que vous êtes prêts pour notre dernière histoire terrifiante. Je m'appelle Abdel, je suis originaire de la ville de Ben Guerir au Maroc. Et aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire étrange et fascinante, celle de ma vie, marquée par l'intervention de l'autre monde. Pendant des années, j'ai vécu un véritable enfer, ponctué de problèmes inexplicables et de phénomènes surnaturels. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours préféré la solitude. Pour moi, rester seul était bien plus apaisant que de côtoyer les autres. Mes journées étaient rythmées par la tranquillité et la réflexion, loin de l'agitation et des bavardages des gens. C'est ainsi que je menais ma vie, jusqu'au jour où j'ai découvert une vérité effrayante. J'étais suivie par une djinnia. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi elle a choisi de me hanter. Les relations avec ma famille, en particulier avec mon père, étaient tendues. Mon père, bien qu'il sache que j'étais touchée par une djinnia, ne comprenait pas la nature de mon mal. Chaque fois qu'il faisait quelque chose qui me déplaisait, la djinnia se manifestait, amplifiant les tensions entre nous et semant la discorde.
Cette entité semblait adorer faire le contraire de ce qu'on lui demandait. La situation était très difficile, j'en étais même venue à détester tout le monde, mes frères, mes parents et même les autres membres de ma famille. Pendant des années, j'ai essayé de vivre ainsi, tentant de m'alléger du poids de cette malédiction. Avec le temps, la situation avec ma famille s'est légèrement améliorée. Nous avions retrouvé un semblant de normalité. Cependant, tout a basculé le jour où j'ai décidé de demander la main d'une fille. J'aspirais à une vie de famille, à un chez-moi et à des enfants. J'ai rencontré une jeune femme et nous nous sommes mariés, mais la djinnia n'était pas prête à me laisser tranquille. Elle a fait irruption dans notre relation, créant des conflits incessants jusqu'à nous pousser au divorce. Un soir, alors que nous étions au lit, ma femme s'est levée en sursaut, terrifiée. Elle m'a raconté qu'elle avait vu une femme entrer dans notre chambre, une femme qui lui disait que j'étais à elle et qu'elle me prendrait. Ma femme ne savait rien de la djinnia, je n'avais jamais osé lui en parler. Devant cette manifestation inexplicable, j'ai gardé le silence, mais notre relation a rapidement décliné, jusqu'à ce que nous divorcions. Peu de gens croiront cette histoire, mais je vous jure qu'elle est réelle. Après notre séparation, la situation s'est aggravée. Une nuit, la djinnia a pris possession de moi. Dans un état de transe, je suis allée à la cuisine et j'ai versé sur moi de l'huile bouillante. Ma famille, horrifiée, a cru que c'était mon ex-femme qui m'avait fait ça, et ça a provoqué d'énormes tensions et des disputes. J'ai été conduit à l'hôpital, marqué par des brûlures graves, et notre relation s'est définitivement terminée. Une nuit, j'ai fait un rêve étrange. La djinnia est apparue et m'a dit qu'elle choisirait ma prochaine femme. Peu de temps après, j'ai rêvé d'une femme qui vivait dans un village éloigné. Je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas, mais je savais, au plus profond de moi, que c'était elle. Je suis allée dans ce village, j'ai trouvé cette femme et j'ai demandé sa main. Étonnamment, tout s'est bien passé. Après notre mariage, j'ai décidé de tout avouer à ma nouvelle femme. Je lui ai expliqué ma situation, les événements étranges qui me suivaient et la présence de la djinnia. Contre toute attente, elle a accepté ma réalité. Elle m'a même raconté un rêve qu'elle avait fait, dans lequel une femme était venue à ses pieds, passant sa main au-dessus d'elle. Cette acceptation de ma situation m'a profondément touchée. Ma femme s'est révélée être une personne d'une gentillesse et d'une compréhension infinie. On ne se disputait jamais, notre vie était paisible. Elle est apparue comme une vraie bénédiction dans ma vie tourmentée. Cependant, il est important de souligner que ma nouvelle vie n'a pas été exempte de défis. La présence de la djinnia, bien que moins intrusive, n'avait pas complètement disparu. Il y avait des jours où je sentais encore son influence. Parfois, je percevais des ombres à la périphérie de ma vision, des bruits inexplicables dans la maison ou des sensations étranges qui me traversaient le corps. Mais grâce au soutien indéfectible de ma femme, nous avons appris à vivre avec ces phénomènes. Ma femme a même suggéré que nous consultions un raki pour tenter de se débarrasser définitivement de cette entité malveillante. Le raki a effectué plusieurs séances de purification, a lu des versets du Coran et aspergé la maison d'eau bénite. Ces séances semblaient apporter un certain soulagement, bien que la présence de la djinnia ne disparaisse jamais complètement. Avec le temps, j'ai appris à l'ignorer, à ne pas lui accorder d'importance. J'ai renforcé ma foi et ma relation avec Dieu, trouvant une force intérieure que je ne soupçonnais pas. J'ai compris que la peur et l'attention qu'on porte à ces entités ne font que les renforcer. En les ignorant et en vivant ma vie avec détermination et foi, j'ai réussi à réduire leur influence. Aujourd'hui, ma vie est bien plus sereine. J'ai appris à apprécier chaque moment de paix, chaque instant de bonheur partagé avec ma femme. Je ne prends rien pour acquis et je suis reconnaissant pour chaque jour sans perturbation. Cette expérience m'a appris à quel point la vie est précieuse et fragile et à quel point il est important de rester fort et résilient face aux épreuves. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce format avec 4 histoires qui se suivent. On est sur une vidéo un peu plus longue, donc je pense que ça vous plaira, mais donnez-moi votre avis en commentaire.
Et surtout, dites-moi quelle histoire vous avez préférée entre les 4. N'oubliez pas de liker, partager comme d'habitude et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.